Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Anna, je suis en doctorat en début de deuxième année, sur la direction de François Goudaille, et on travaille sur les imageurs polarimétriques et en collaboration avec Thales Research and Technology. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de mes travaux de thèse qui sont notamment reliés à l'optimisation du contraste dans les images polarimétriques. Qu'est-ce que c'est tout d'abord que l'imagerie polarimétrique? En fait, c'est un type d'imagerie qui consiste à acquérir des images qui contiennent des informations relatives, non pas par exemple à la longueur d'onde, comme dans l'imagerie multispectrale, mais à une autre information qui est contenue dans la lumière et qui est en fait sa polarisation. Et pourquoi est-ce qu'on commence à vraiment s'y intéresser aujourd'hui? C'est parce que grâce à de nouveaux progrès technologiques, on arrive maintenant à contrôler avec une très grande précision la polarisation. On peut penser à l'utiliser de manière optimale pour améliorer les performances dans de nombreux domaines. Ici l'imagerie, mais bien sûr il y en a d'autres. Et c'est un challenge important dans un très grand nombre d'applications dont on ne citera que la télédétection, l'imagerie biomédicale, etc. Voilà le plan sur lequel je vais axer ma présentation. Tout d'abord, je vais faire une rapide présentation du formalisme et de la polarisation, pour que tout le monde comprenne bien ce que je vais présenter. Ensuite, je vais présenter la modélisation et la réalisation d'un imageur polarimétrique, de sa conception à la réalisation expérimentale. Puis ensuite, je m'attaquerai au problème de l'optimisation du contraste entre deux objets d'intérêt, dans différentes configurations de bruit, etc. Et puis je présenterai les perspectives de ces travaux. Tout d'abord, un rapide retour sur le formalisme de la polarisation. La lumière, c'est plutôt une onde plane monochromatique, peut être décrite par l'évolution de son vecteur champ électrique. Et en fait, la polarisation, c'est tout simplement la courbe décrite par l'extrémité du vecteur champ électrique. On va pouvoir utiliser différents termes de vocabulaire. On va pouvoir parler de lumière totalement dépolarisée lorsque la trajectoire de ce vecteur champ électrique va être totalement aléatoire. On parlera de lumière totalement polarisée, à l'opposé, lorsque cette trajectoire est totalement définie, et notamment peut être décrite par une ellipse. Et dans ce cas-là, il nous suffit de 3 paramètres pour la décrire. Ces 3 paramètres sont l'intensité I, l'azimut alpha et l'ellipticité epsilon. On retrouve ici alpha pour l'azimut, epsilon pour l'ellipticité, et I étant l'intensité. Et enfin, le troisième cas, c'est le cas intermédiaire. C'est de la lumière qu'on va dire partiellement polarisée, et qui correspond à un champ électrique aléatoire et qui peut être représenté par sa matrice de cohérence. Et dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser le formalisme simple qu'on utilise précédemment. Cette fois, on utilise un autre formalisme qu'on appelle le vecteur de Stokes, qui va contenir toutes ces informations. On retrouve les paramètres qu'on avait en lumière totalement polarisée, que sont l'azimut et l'ellipticité, l'intensité, et en plus, on a un paramètre supplémentaire qui vient nous renseigner justement sur l'état de polarisation de la lumière, qui est le degré de polarisation. Ce degré de polarisation, en fait, il est directement relié aux différents paramètres du vecteur de Stokes. Il suffit de faire la petite opération qui est ici. Ensuite, pour pouvoir se représenter plus facilement les états de polarisation, on utilise ce qu'on appelle la sphère de Poincaré, ce qui permet une visualisation plus simple de la polarisation, qui est quelque chose qui n'est pas forcément très facile sur un vecteur. Pour ça, on utilise la sphère de Poincaré qui est ici. Un état de polarisation ayant une azimut alpha et une ellipticité epsilon sera représenté sur un point, sur cette sphère, pour les coordonnées 2 alpha et 2 epsilon, pour azimut et ellipticité. C'est comme des coordonnées géographiques sur la Terre. Pour bien se représenter les choses et bien voir où sont les polarisations, tout simplement, lorsque alpha est égal à 0 ou pi sur 2, en fait, on se retrouve au pôle avant et arrière de la sphère. Vous avez par exemple ici la polarisation linéaire horizontale. Et en fait, sur la sphère de Poincaré, ce qui est intéressant, c'est que le point qui se trouve à son opposé est en fait la polarisation orthogonale. Dans le cas ici, si on a une polarisation horizontale ici, on a une polarisation verticale de l'autre côté de la sphère. Ce qu'on note aussi, c'est que si on se déplace sur l'équateur, ça correspond à epsilon est égal à 0, c'est-à-dire que ce sont toutes les polarisations horizontales. Et notamment sur les pôles, on va dire est et ouest, ce que l'on retrouve, c'est des polarisations toujours linéaires, mais linéaires à 45 degrés. Ici, par exemple, vous avez plus 45 degrés, et comme pour le cas précédent, sur le pôle opposé, vous avez la polarisation orthogonale, donc linéaire, moins 45 degrés. Et enfin, au pôle nord et au pôle sud, ce que l'on retrouve, ça correspond à des ellipticités de plus ou moins 45 degrés.
on se retrouve donc avec les polarisations qui sont circulaires droite et circulaire gauche. Et entre les deux, sur toute la sphère, on retrouve les ellipses, les polarisations elliptiques. Et donc pour bien comprendre nos travaux, il faut comprendre aussi comment interagit en fait la polarisation avec les matériaux et quel formalisme on va pouvoir utiliser. Donc tout simplement, on va partir du vecteur de Stokes donc, qui est présenté ici. Donc ce vecteur de Stokes, il caractérise donc la polarisation de la lumière. Et en fait, on va le faire interagir avec un matériau. Et ce matériau, en fait, on va le caractériser avec ce qu'on appelle une matrice de Müller. Donc la matrice de Müller, il faut comprendre juste que c'est une matrice 4-4 qui vous permet de caractériser totalement la réponse d'un matériau à une polarisation incidente. Donc si vous envoyez un vecteur de Stokes S sur un matériau dont vous avez caractérisé la matrice de Müller, vous êtes capable de prédire en fait quelle polarisation va avoir le photon lorsqu'il sera rétrodiffusé, tout simplement en faisant le produit de la matrice M par le vecteur S, et vous obtenez donc un autre vecteur à 4 coefficients, qui est en fait le vecteur de Stokes de la polarisation qui est rétrodiffusé par le matériau. Voilà. Donc ça, c'était un rapide rappel sur le formalisme de la polarisation. Donc maintenant, on va passer à la modélisation et à la réalisation d'un imageur polarimétrique. Donc comme pour tout système d'imagerie actif, il nous faut une source d'intensité I0 qui peut être cohérente ou incohérente. Cette source va envoyer des photons qui vont passer à travers ce que nous on appelle un générateur de polarisation et que j'utiliserai l'acronyme PSG plus tard pour Polarization State Generator. Donc grâce à ce générateur de polarisation, on va se débrouiller pour que tous les photons provenant de la source, lorsqu'ils sont en sortie ici, aient exactement le même état de polarisation. Et donc cet état de polarisation sera caractérisé par le vecteur de Stokes S. Ensuite, ces photons ils vont être rétrodiffusés par une scène. Donc cette scène elle va être composée de plusieurs éléments qui auront plusieurs matrices de Müller différentes. Et donc lorsqu'ils vont rétrodiffuser les photons, ces photons vont avoir une nouvelle polarisation. Et nous, grâce à un deuxième système que l'on va appeler l'analyseur de polarisation, ou PSA pour Polarization State Analyzer, nous allons en fait non pas regarder, comme dans un système d'imagerie avec une simple caméra, tous les photons, mais on va seulement sélectionner ceux qui oscilleront selon qui auront la polarisation en fait, définie par T et que nous sommes capables de choisir. Et donc au final, vous avez des photons qui arrivent sur votre détecteur et ça vous donne simplement une image d'intensité. Donc, on est capable de définir et de prédire l'intensité qui va être collectée sur le pixel, voyant la matrice de Müller MU, selon cette formule, et qui dépend des différents paramètres qui sont présentés sur ce schéma. L'hypothèse qu'on fait, c'est que notre générateur de polarisation et notre analyseur de polarisation peut générer et analyser n'importe quel état sur les sphères de points carrés. N'importe quel état de polarisation peut être envoyé sur la cime, n'importe quel état peut être analysé. Et donc notre objectif ici aujourd'hui, c'est d'optimiser cet état d'illumination S et d'optimiser conjointement l'état d'analyse T pour maximiser en fait le contraste dans cette image finale afin d'avoir le plus haut contraste. Donc maintenant, la partie expérimentale, donc cet imageur on l'a réalisé. Donc vous allez retrouver les différents modules. Donc là ici vous avez un module d'éclairement. Donc en fait on utilise une source blanche fibrée. Ici, on a utilisé en fait, un système d'éclairage Köhler qui nous permet de subvenir à certains besoins techniques pour avoir au final un beau faisceau. Ici, vous retrouvez en fait, le générateur de polarisation, donc, qui est composé au final à l'intérieur d'un polariseur suivi de 2 cristaux liquides. Ces cristaux liquides, en fait, c'est ce qu'on appelle des retardateurs variables. Ce sont des cellules dont on va pouvoir contrôler l'orientation. Si on contrôle l'orientation des cellules, on est capable de contrôler le déphasage qu'elles vont appliquer à la lumière. Et donc au final, cette association de 3 éléments nous permet en fait de générer n'importe quel état de polarisation sur la sphère de points carrés. La lentille L3, en fait, elle est juste là pour envoyer l'image Ici, l'image est uniforme en illumination et en intensité et en polarisation. Cette image est envoyée à l'infini et donc envoyée sur l'objet. L'objet, lui, va rétrodiffuser les photons en ayant changé la polarisation. Même système que pour le générateur de polarisation, on utilise un analyseur de polarisation. Même composition, 2 retardateurs variables à cristaux liquides, plus un polariseur. Et on utilise un filtre devant une caméra. Alors pourquoi est-ce qu'on doit filtrer? Tout simplement puisqu'on utilise des retardateurs à cristaux liquides,
en fait, le déphasage dépend de la longueur d'onde. Ça dépend de la différence d'indice, de l'épaisseur, et en 1 sur lambda. Donc si on veut pouvoir dire je contrôle proprement la polarisation en illumination et la polarisation en analyse, il faut que l'on connaisse exactement à quelle longueur d'onde on travaille. Donc en fait, nous, on travaille avec un filtre de largeur de 10 nanomètres et une longueur d'onde centrale de 640 nanomètres. Et donc le détecteur est une simple caméra CCD. Donc un des problèmes est d'arriver à synchroniser tout ça, donc, parce qu'il va falloir faire des boucles d'asservissement sur le choix de la polarisation en entrée, le choix de la polarisation d'analyse et les images que l'on va acquérir avec la caméra. Donc pour ça, nous, on a utilisé une combinaison de LabVIEW plus MATLAB. MATLAB pour les calculs, LabVIEW pour l'interfaçage. Donc voilà le schéma de la manip, grosso modo. Avec ici, vous avez donc la source blanche fibrée. Ici, le générateur de polarisation, donc avec le polariseur et les 2 cristaux liquides. On a bien une illumination uniforme aussi bien en intensité qu'en polarisation. On a un analyseur de polarisation avec 2 cristaux liquides plus un polariseur et la caméra. Donc ça, c'est la manip. Donc voilà, donc maintenant on a une manip. On va pouvoir l'utiliser pour faire des images et donc essayer justement d'augmenter le contraste dans les images que l'on acquiert avec la caméra. C'est la 3e partie de ma présentation. Donc tout d'abord, lorsqu'on fait de l'imagerie et lorsqu'on est en présence d'optique, on sait que nos images sont toujours perturbées par du bruit. Et donc en fait, ces sources de bruit sont les plus courants. Donc les sources de bruit les plus couramment rencontrées en optique sont les suivantes. Donc ce sont les sources de bruit additif gaussien, par exemple. Donc ça peut modéliser par exemple le bruit de détecteur. Le bruit de poisson que l'on rencontre dès qu'on a de la lumière, donc du fait même de la structure de la lumière. Le bruit gamma qui est très embêtant lorsqu'on travaille notamment avec des sources de lumière cohérentes, comme les lasers. Et le bruit spatial que j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu plus tard, qui est un bruit qui est en fait intrinsèque à la structure même de la scène. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, donc notre objectif, c'est d'améliorer le contraste. Donc si on choisit un objet qui a une intensité IT et un fond qui a une intensité IB, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'expression du contraste, en fonction de ces différents bruits, est différente. Donc, ce qu'on se dit, c'est que les états optimaux S et T qui vont maximiser le contraste vont dépendre, même si on observe la même scène, des différents bruits qui sont présents lors de l'acquisition de l'image. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc on va présenter, tous les cas ont été traités, mais aujourd'hui on a décidé de traiter que 2 cas. Le bruit simple, le bruit additif gaussien, qui est donc le bruit détecteur, et un bruit un peu plus complexe que je vais vous présenter, qui est le bruit spatial. Donc voilà, donc tout d'abord, en présence de bruit additif gaussien. L'hypothèse que l'on fait sur l'image, c'est que le bruit est additif gaussien de moyenne nulle et de variance sigma carré. Dans ce cas-là, l'expression du contraste, elle est simple, c'est celle-là. Donc vous avez ici la valeur moyenne de l'intensité venant de la cible, la valeur moyenne de l'intensité venant du fond, et ça, c'est la variance du bruit. La variance du bruit, ici, comme le bruit est additif, est indépendante des états d'illumination et d'analyse que j'envoie en polarisation. Donc la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est essayer de maximiser donc, la valeur moyenne entre la cible et le fond. Donc si on reprend en fait la formule qu'on a présentée au départ, donc, qui est ici, et qu'on la remplace tout simplement dans cette équation, on obtient la formule qui est ici. Et donc ce que l'on observe, c'est que ce contraste, il dépend tout simplement, pour l'instant, de simplement la différence entre les 2 matrices de Muller, celle de la cible et celle du fond. Et donc maintenant, j'ai une expression du contraste, et je vais pouvoir utiliser les différents degrés de liberté qui me sont offerts pour obtenir sa meilleure valeur. Et ces degrés de liberté, ce sont en fait tout simplement l'azimut et l'ellipticité d'état d'illumination et l'azimut et l'ellipticité de l'état d'analyse. Donc on va les exploiter pour avoir la plus grosse valeur de S. Donc voilà, on va passer à l'exemple. Donc on a une scène qui est composée en fait de 2 papiers de verre, par exemple, qui sont peints avec la même peinture. Donc en fait, si vous faites une simple image d'intensité, comme la seule chose qui diffère entre les 2 papiers de verre est leur rugosité, c'est-à-dire qu'un est composé de petits grains et l'autre de gros grains, vous n'arrivez pas à les discerner sur l'image d'intensité. Par contre, si on ne fait pas attention seulement à la réflectance, puisque l'image d'intensité fait appel à la réflectance, là, mais que l'on regarde donc les propriétés polarimétriques, c'est-à-dire les fameuses matrices de Muller dont je vous ai parlé, ce que l'on peut observer d'intéressant, c'est que certains coefficients sont différents. Et c'est cette différence de coefficients que nous, on va pouvoir exploiter afin d'améliorer le contraste dans les images. Donc si on applique, maintenant on connaît la matrice de Muller de la cible et du fond, on va pouvoir lancer un algorithme
qui tourne en quelques millisecondes afin de trouver les états optimaux qui maximisent le contraste. Ces états optimaux, c'est les suivants. Donc, on voit qu'ils se trouvent non pas ni au pôle nord, ni au pôle sud, ni sur l'équateur, donc c'est des états elliptiques. Ils ne sont pas forcément triviaux, ils n'ont pas forcément de relations simples comme orthogonalité ou 45 degrés entre eux, donc ce qui montre bien qu'ils n'étaient pas forcément intuitifs. Et si on applique ces états optimaux sur notre imageur, en fait, pour une image d'intensité qui ressemble à ça, on peut avoir une image polarimétrique scalaire qui ressemble à ça. Donc, si on a réussi à augmenter notoirement le contraste dans l'image finale. Sauf que cette optimisation, elle a été réalisée dans le cadre d'un bruit additif gaussien. Mais ce qu'on a vu, c'est que l'expression du contraste dépend du bruit. Donc la question est, si on est en présence d'une autre scène, est-ce qu'on pourra appliquer le même algorithme pour optimiser le contraste? Donc on va passer à l'étude du deuxième cas, qui est les cas un peu plus durs, on va dire, du bruit lorsque le bruit qui perturbe l'image n'est plus un bruit, on va dire, optique, dans le sens où ça vient plus des photons, c'est plus un bruit de photons, c'est plus un bruit additif gaussien, mais de la scène elle-même. Donc c'est les variations de la physique de la scène qui vont produire la statistique de bruit, en fait. Donc imaginez que cette image, c'est une image d'un objet. Donc cet objet n'est pas du tout uniforme. Ça veut dire que même si c'est le même objet, si je prends 2 pixels de ce même objet, ils n'ont pas les mêmes matrices de Müller. Donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je vais arriver à modéliser ce bruit? Puisqu'en fait, ce bruit, il est intrinsèque à l'objet. Donc pour ça, il va falloir que l'on estime la variance de cette image, en fait. Or, travailler sur des matrices, c'est un petit peu compliqué. Donc on a eu l'idée, en fait, de vectoriser la matrice. Donc la vectorisation, elle est très simple. Il suffit de lire la matrice comme dans le sens lexicographique et de rentrer ces éléments dans un vecteur. Donc là, vous avez le premier élément, deuxième élément, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Et vous les rangez dans un vecteur. Donc il est beaucoup plus facile de travailler sur des vecteurs que sur des matrices. À partir de ce vecteur, en fait, il est facile. Donc pour chaque pixel, en fait, vous avez une matrice de Müller. Donc pour chaque pixel, vous avez un vecteur Vm. À partir de là, spatialement, vous pouvez faire une moyenne, une simple moyenne arithmétique. Donc en fait, vous allez obtenir une valeur moyenne de la matrice de Müller de l'objet. Et après, en fait, comme on a vectorisé la matrice de Müller, on est capable de calculer ce que nous on appelle la matrice de covariance des coefficients de la matrice de Müller. Donc c'est un calcul de variance, mais vectoriel. Et donc cette matrice G, en fait, c'est une matrice 16-16, puisqu'il y a 16 coefficients dans la matrice de Müller. Et qu'est-ce qu'elle contient? Sur la diagonale de la matrice G, vous allez avoir la variance propre à chacun des coefficients. Et sur les coefficients non diagonaux de cette matrice, vous allez avoir la corrélation dans les fluctuations entre ces différents coefficients. Et donc là, on a réussi à caractériser les fluctuations de ces coefficients. Et en fait, ces coefficients, ils vont nous donner accès à... Il y a un petit défaut dans la... Ils vont nous donner accès à quoi? En fait, aux fluctuations à la variance des fluctuations dans l'image scalaire lorsque l'on applique les états SCT. Parce que là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en changeant les états SCT, vous allez changer en fait la variance dans votre image finale, ce qui n'était pas le cas dans le cas du bruit additif gaussien, puisque le bruit était additif, on n'avait pas de possibilité de le faire changer. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour exprimer cette variance? Donc tout d'abord, on reprend l'information de l'intensité, qui est ici, et on va, tout comme dans le cas précédent, la vectoriser. Donc pour ça, on utilise un outil mathématique qui est le produit de Kronecker, et donc il y a une stricte équivalence entre cette expression et cette expression, sauf qu'en fait, on a vectorisé la matrice de Müller-M. Donc on a toujours les vecteurs T et S qui sont des vecteurs de Stokes. Donc ça, c'est un vecteur en fait à 16 dimensions. Enfin, c'est un vecteur avec 16 coefficients. Et donc à partir de cette intensité, de cette expression vectorisée, on est capable en fait d'exprimer, donc ici, la variance que l'on va avoir dans une image. Donc à partir de la matrice G, qui est la matrice qu'on a calculée précédemment. Donc maintenant, en fait, si on a caractérisé la matrice G, on est capable de prédire quelle va être la variance que l'on va avoir dans notre image lorsqu'on applique les vecteurs T et S, aussi bien en illumination qu'en analyse. Et ça, c'est très bien si l'on veut pouvoir en fait caractériser le contraste.
Pourquoi? Parce que donc, le contraste, maintenant, on cherche toujours à maximiser l'écart des valeurs moyennes entre la cible et du fond. On a toujours l'influence du bruit additif gaussien qui, lui, est toujours présent, mais sur lequel on ne pourra absolument pas jouer puisqu'il est additif. Sauf que maintenant, on a deux termes supplémentaires qui sont en fait la variance que va avoir la zone associée à la cible lorsque l'on aura appliqué ces états d'illumination et d'analyse, et la variance qu'aura pour ces mêmes états le fond. Et donc, c'est la nouvelle expression du contraste que l'on essaye d'optimiser. Donc là, on a bien les fluctuations spatiales et le bruit additif. Et donc, en fait, au final, si on remplace en utilisant les formules que l'on a vues ici et les formules qu'on a là, on obtient cette formule. Donc, tout comme dans le cas additif gaussien, au numérateur, on a juste une différence des matrices de Müller. Au dénominateur, on a un terme constant avec un terme qu'on a appelé le signal-to-noise ratio, qui dépend des paramètres d'illumination, de l'efficacité quantique et de la variance du bruit additif. Et ici, ce fameux terme qui est la somme des deux fluctuations, des fluctuations spatiales dues à la cible et au fond. Donc voilà une nouvelle scène pour voir quel est l'apport d'optimiser ce contraste par rapport à celui qu'on a vu précédemment. Donc là, ici, on a une image d'intensité, avec pas mal de fluctuations. Donc, elle est composée de bulles de plastique transparentes, donc, qui sont plutôt au milieu biréfringent, du papier métallique et sur du papier blanc. Donc, derrière, là, on peut difficilement voir qu'il y a plusieurs objets, en fait. Par contre, on va commencer par faire l'hypothèse que le bruit est additif et gaussien. C'est-à-dire qu'on reprend l'expression du contraste que j'ai présentée la première fois et on dit j'essaye juste en fait, de maximiser la valeur moyenne de l'intensité provenant de la cible et la valeur moyenne provenant du fond. Dans ce cas-là, voilà l'image qu'on obtient. Donc on commence à pressentir qu'il y a des choses ici, ici et ici, sauf qu'on est encore totalement noyé dans un bruit qui est dû en fait à la scène, toutes ces fluctuations, puisque justement on les a négligées, ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, si on prend en compte le fait qu'il y a des fluctuations spatiales, les états sont différents. Donc en rouge, vous avez les états de polarisation qui maximisaient le contraste lorsqu'on était en hypothèse de bruit additif, et en bleu, les états qui maximisent le contraste lorsque l'on fait l'hypothèse de fluctuation spatiale. Donc on peut observer qu'ils sont totalement différents. Pareil, entre eux, ils n'ont pas des relations simples. Par contre, l'augmentation du contraste est notoire lorsque l'on a pris en compte la bonne statistique de bruit. Alors, pour mieux comprendre, on va tout simplement récupérer ces deux images et étudier leurs statistiques. Donc on va étudier la statistique associée à une zone du fond et une statistique associée à une zone de la cible. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, si on regarde la densité de probabilité associée à ces deux régions, on voit que la différence de valeur moyenne, ce n'est pas un nombre de photons, c'est une intensité codée sur 14 bits en sortie de la caméra, mais on voit que cette différence est égale à 900 en valeur moyenne. Par contre, ici, on a une très grosse zone de recouvrement. Et en fait, en théorie de la détection, cette zone de recouvrement, plus elle est importante, plus en fait, elle va dire que vous allez avoir des difficultés à classer les pixels qui ont ces intensités. Puisque si vous cherchez à classer un pixel qui est dans cette région, vous ne savez pas trop si vous devez le classifier en tant que cible ou si vous devez le classifier en tant que fond. Par contre, dans le cas où on a pris les bons états optimaux, ce qui se passe, c'est que la différence de valeur moyenne est plus faible, mais comme la variance associée aux cibles et au fond est plus faible, cette zone de recouvrement ici est quasiment nulle. Donc en fait, ça veut juste dire que si vous mettez le bon seuil ici, vous êtes sûr de bien classifier vos pixels, soit du côté de la cible, soit du côté du fond. Donc en fait, prendre en compte ici le fait qu'on est en présence de fluctuations spatiales et non de bruit additif gaussien, nous a permis d'améliorer notoirement, encore une fois, le contraste dans les images. Donc voilà, donc maintenant je vais me tourner vers la conclusion. Donc on a traité aujourd'hui, ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'un choix optimal des états d'illumination et d'analyse permet d'augmenter significativement le contraste par rapport à une simple image d'intensité dans certains cas, bien sûr, puisque ce n'est pas toujours vrai. Si vous avez déjà un fond noir sur un fond blanc, l'imagerie polarimétrique ne vous servira pas à grand-chose. Donc, les états optimaux maximisant le contraste dépendent de la scène observée. Donc, c'est pour cela... Oula, il y a un problème sur la... On a une nécessité
de pouvoir générer n'importe quel état de polarisation sur la sphère de Poincaré. Donc c'est pour ça qu'on a dû utiliser des cristaux liquides. Et on a conçu et réalisé l'imageur polarimétrique pour répondre à ce problème. Et ensuite, ce qu'on a vu aussi, ce qui est très important, c'est qu'on est obligé de prendre en compte la statistique du bruit qui perturbe notre image. Parce que si on se trompe, on a vu qu'on n'obtenait pas du tout les conditions optimales pour améliorer le contraste. Donc dans la suite des travaux qui attendent cette manip, en fait, il y a beaucoup, pour l'instant, on avait beaucoup d'hypothèses à faire qui étaient où se trouve la cible, où se trouve le fond, et il nous fallait aussi pouvoir acquérir ces fameuses matrices de Müller, puisque pour pouvoir calculer ces états optimaux, il faut qu'on ait accès aux propriétés polarimétriques de la scène. Donc les travaux futurs ou en cours ont travaillé ont eu pour but d'améliorer l'automatisation de l'imageur, ce qui constitue en fait à le rendre à ce qu'il soit totalement autonome face à une scène inconnue, qu'il soit capable par lui-même de s'adapter afin d'améliorer le contraste. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bah en fait, là, on n'en a pas parlé, mais en fait, les algorithmes de calcul ont fait le sujet d'une étude à temps plein aussi, et on les fait tous tourner de l'ordre de la milliseconde. Pour trouver les états. En fait, il ne faut pas voir le problème comme. C'est vrai que en fait, notre première étape au départ, c'était d'essayer toutes les combinaisons possibles et garder la meilleure. Sauf que ça fait quand même beaucoup de paramètres. Donc en fait, on a trouvé des astuces mathématiques qui font qu'on peut faire tourner l'algo beaucoup plus vite maintenant. Donc dans tous les cas, parce que donc là on a présenté que deux bruits, mais on les a tous traités, dans chacun des cas des différents bruits, on a un algo qui tourne en quelques millisecondes. Donc ce qui offre la possibilité de faire tourner un imageur en temps réel, en fait, puisque là, en fait, l'objectif de cet imageur, c'est qu'une fois que vous avez optimisé vos états, vous êtes capable de suivre en continu la cible. Donc l'objectif, c'est de la rendre en temps réel, en fait. Donc pour ça, on a besoin d'avoir des algos qui tournent hyper vite. J'aimerais savoir si vous avez essayé d'autres longueurs d'onde de travail avec Simi, est-ce que ça pourrait éventuellement être un paramètre d'optimisation? Alors nous, on l'a pas monté. Disons que c'est facilement montable sur la manip, il suffit de changer le filtre, puisque nous, on a étalonné les cristaux liquides sur un large spectre allant de 400 à 800 nanos. Après, nous, on n'a pas essayé. Par contre, c'est sûr que ça apporte quelque chose, puisqu'il y a des gens qui font des imageurs multispectropolarimétriques. Donc, en fait, la matrice de Müller dont je vous parle, elle est dépendante de la longueur d'onde. Donc, en fait, si tu n'auras pas la même réponse à la même polarisation en fonction des longueurs d'onde. Donc, ça t'amène des informations supplémentaires. À toi de voir dans quel cas elles t'amènent beaucoup d'informations. Mais c'est sûr que d'utiliser plusieurs longueurs d'onde t'amène quelque chose. Après, ça complexifie un petit peu le système, mais c'est tout à fait envisageable. C'est-à-dire justement, des contre-mesures polarimétriques, c'est un peu des contre-mesures radar. Donc c'est des choses qui vont brouiller totalement, qui vont détruire totalement votre. Parce que on va dire que donc il y a différents problèmes. Donc au niveau d'abord les contre-mesures. Les contre-mesures, en fait, elles vont considérer à détruire votre signal, en fait. Donc une bonne contre-mesure, c'est tout simplement, en fait, là mon raisonnement il se base sur le fait que j'envoie un état de polarisation connu qui, associé à mon état d'analyse connu, va me donner le meilleur contraste. Mais si, par exemple, vous larguez par exemple, plein de papier d'alu qui volent dans tous les sens, vous allez exploser ma polarisation. Donc mon état S qui va arriver sur l'objet, il ne va plus être du tout celui que j'avais envoyé. Donc au final, mon image finale ne va plus du tout avoir le même contraste. Donc c'est par exemple ça. Il faut juste détruire la polarisation en mettant un milieu diffusant, enfin quelque chose que je n'avais pas prédit en fait. Donc ça, c'est possible. Après, ce qui est intéressant notamment avec ça, c'est que comme les imageurs polarimétriques n'ont pas été encore mis en circuit, on va dire notamment en opérationnel, ce type d'imageur n'a pas été encore mis. Nous, ce qu'on a vu en travaillant sur certains matériaux, c'est que
Là où ils avaient caché leur objet en multispectral, ils ne l'ont pas du tout caché en polarimétrique parce qu'ils n'y avaient pas pensé. En fait, ils n'avaient pas pensé qu'il y avait des gens qui s'amuseraient à faire ça. Donc il va falloir qu'ils trouvent des moyens justement de... Voilà, c'est ça. Qu'ils trouvent des peintures qui ont exactement les mêmes propriétés polarimétriques que les feuilles, par exemple. Parce qu'il n'est pas du tout le cas pour l'instant. Juste sur la démarche, je fais ça dans leur bien. En fait, tu connais la matrice de lumière a priori. Ah. Alors, Alors, donc en fait, la rétroaction, c'est le final, c'est ce qui marche aujourd'hui. Mais ça, en fait, ça c'est la base des travaux. Donc, pour faire ça, en fait, donc, quand tu fais l'optimisation, tu as besoin de connaître la propriété polarimétrique de ton objet et de ton fond, d'accord. Après, il y a des stratégies qui te permettent de t'en affranchir plus ou moins, tu vois. Donc là, c'était pour mettre en avant le fait que la polarisation permet d'augmenter le contraste. Après, comment y arriver, acquérir les matrices de Müller, etc. Disons qu'il y a toute une stratégie derrière qui fait que ça peut être amélioré et ça peut être totalement automatisé. Donc, mais disons qu'on est obligé d'avoir une connaissance de ce qu'on est en train de regarder pour optimiser, c'est obligé. On ne peut pas dire on envoie ces deux états et on sait que ça va être les bons. Donc, et pourquoi est-ce qu'il y a une rétroaction? C'est parce que je suis d'accord avec toi, si jamais l'objet bouge ou change, ses propriétés polarimétriques vont changer. Et donc cette rétroaction, on l'utilise en ce moment justement pour suivre en temps réel ces variations et réadapter les états pour que tu aies toujours un bon contraste. En fait.